Bonsoir, et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans une histoire où la charité se transforme en marché noir, où des berceaux deviennent des vitrines, et où l'amour maternel se heurte à l'administration froide d'une criminelle. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous emporter par ce récit fascinant, à la frontière du réel et de la légende. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres, où l'histoire de Georgia Tann, la femme qui vola des milliers d'enfants sous le masque de la bienveillance. On la voyait arriver de loin, silhouette droite, tailleur clair, chapeau bien posé, le pas mesuré d'une femme qui sait où elle va. Memphis, année 1920. Le soleil cognait sur les façades, les tramways sifflaient, les journaux hurlaient leurs manchettes. Et au milieu de cette fourmilière, une figure imposait le respect, Georgia Tann, directrice de la Tennessee Children's Home Society. Les gens prononçaient son nom avec fierté. Une femme moderne, disait-on. Efficace, cultivée, dévouée aux enfants. Les photographes l'aimaient, elle savait où se placer, comment se tenir, comment sourire, juste assez pour inspirer confiance, jamais assez pour paraître faible. Sur les clichés, elle apparaît entourée d'enfants coiffés, bien habillés, rangés par taille. L'image parfaite du progrès social. Dans les salons des mécènes, elle était reçue comme une héroïne civique. Elle parlait de réforme, de modernisation de l'adoption, de donner un foyer à ceux qui n'en ont pas. Les notables l'écoutaient, charmés par cette femme d'ordre qui faisait passer la compassion par le filtre de l'administration. Elle croyait à la forme, au papier, à la propreté du mot procédure. Dans ses mains, une signature valait plus qu'une promesse. L'orphelinat qu'elle dirigeait respirait la discipline. Couloir ciré, drap tiré, rire à voix basse. Tout semblait parfait. Trop parfait. Les visiteurs repartaient émerveillés, certains la remerciaient même d'avoir redonné foi en l'humanité. Mais aucun ne voyait ce qui se jouait derrière les portes closes. Les registres truqués, les dossiers effacés, la machinerie froide qui transformait des enfants en marchandises légales. Georgia Tann maniait les noms comme d'autres manipulent les cartes. Un prénom disparaissait, un autre surgissait. Un lieu de naissance se déplaçait, une mère devenait inconnue, un père absent. Le mensonge prenait la forme d'un acte notarié. Et tout semblait propre, régulier, certifié. Elle parlait d'intérêt supérieur de l'enfant d'une voix calme et ferme, celle qu'on n'interrompt pas. Les mots, chez elle, avaient le pouvoir d'un anesthésique, ils endormaient la morale. Dehors, les passants voyaient des enfants jouer dans la cour, vêtus de tenues assorties. Ils souriaient, attendris, sans voir les regards qui cherchaient une mère invisible. L'orphelinat était une gare sans retour. Chaque semaine, des familles pauvres frappaient à la porte, un nom griffonné sur un bout de papier, un espoir minuscule au bout des doigts. On leur disait de repasser demain, de remplir un formulaire, de se calmer. Parfois, pour clore la discussion, on murmurait « Votre enfant est mieux là où il est ». Alors la mère s'éloignait, vidée, avec dans les bras un vide qu'aucune loi ne réparera jamais. Pendant ce temps, Georgia traversait Memphis dans sa voiture noire, inspectant ces deux mondes. Les quartiers pauvres où l'on puisait la misère, et les quartiers riches où l'on vendait le salut. Entre les deux, elle tenait le pont et le péage. Autour d'elle, médecins, juges, assistantes sociales, chacun avait sa part, son rôle, sa raison de fermer les yeux. Sur son bureau trônait une photo d'un petit garçon blond. À ceux qui demandaient, elle répondait d'un ton neutre, « Ils sont tous mes enfants ». Et cela suffisait. On n'insistait pas. Un après-midi, un couple de l'Ohio franchit le porche, sourire tremblant, lettre de recommandation à la main. Georgia les reçut, parla avec chaleur, cita des versets, offrit le thé. Certains enfants, disait-elle, ont besoin de plus de soleil. Une fillette entra, coiffée d'un ruban bleu. Elle sourit. Le couple signa. Le papier claqua comme une serrure. Le soir, dans son bureau éclairé par une lampe verte, Georgia rangeait les dossiers, rectifiait une date, effaçait un nom. Le geste était lent, précis, presque tendre. Dehors, les rues s'éteignaient. Dedans, la machine restait en marche. Car le mal, ici, ne hurlait pas. Il classait. Il tamponnait. Il signait.
Et il souriait juste ce qu'il faut pour qu'on continue de l'appeler bienfaisance. La mémoire de Georgia Tan commence dans une maison droite, solide, avec des volets blancs et un perron qui semblait dire au monde, ici règne l'ordre. C'était une demeure bourgeoise, tenue par un homme de loi, son père, un juge respecté. Le parquet y brillait de cire, les repas se prenaient à heure fixe, et chaque mot devait tomber avec le poids exact que dictait l'autorité paternelle. Le juge n'avait pas besoin de crier. Sa présence suffisait. Son regard pouvait réduire au silence la plus vive des colères enfantines. Sa voix, tranchante comme une lame de bureau, imposait la règle. Georgia grandit dans ce climat d'air froid, où la discipline passait avant la tendresse, où la moindre hésitation devenait une faute. On lui répétait qu'elle devait se tenir droite, marcher la tête haute, cacher toute faiblesse. Mais à force d'apprendre à cacher, on finit par effacer. Les humiliations ne manquaient pas. Un mot moqueur devant les frères et sœurs. Une remarque sur ses manières, ses gestes jugés trop secs, son air trop rigide. Chaque repas pouvait être un examen. Chaque silence, une punition. On ne lui enseignait pas l'amour, on lui inculquait la loi. Et la loi, dans cette maison, n'avait pas d'appel. Georgia observait. Elle apprenait qu'un mot peut écraser. Qu'un silence peut dominer. Que l'autorité n'a pas besoin de preuves quand elle a la voix ferme et la stature du juge. Elle absorbait cette leçon comme d'autres enfants absorbent les contes. Elle découvrait très tôt que la faiblesse attire le mépris. Alors elle décida de ne pas en montrer. L'école ne l'épargna pas. Fille d'un notable, elle portait déjà sur elle le fardeau des attentes. Les autres élèves la tenaient à distance, trop consciente de sa propre image pour se mêler à leur jeu. On la trouvait hautaine, elle se voyait incomprise. Mais sous cette façade, une graine prenait racine, l'idée qu'il fallait utiliser les autres plutôt que de les suivre. Elle développa une habitude singulière, observer les comportements. Elle notait qui baissait la tête, qui savait plaire, qui prenait des risques. Elle en fit un répertoire intérieur. Plus tard, elle en tirerait un savoir glacé, comment amadouer, comment soumettre, comment convaincre. Déjà, l'enfant qu'elle était mesurait les failles des autres comme un artisan mesure sa planche de bois. Son père lui répétait souvent, le monde appartient à ceux qui savent le contrôler. Dans cette maison où la tendresse n'existait pas, Georgia transforma la froideur en armure. Elle cacha ses blessures derrière un masque d'assurance. Elle apprit à sourire sans chaleur, à parler sans hésiter. Et surtout, elle découvrit le pouvoir des apparences. Derrière un vernis de respectabilité, on peut dissimuler toutes les fissures. En sortant de l'enfance, Georgia n'était pas une jeune fille tendre. Elle était déjà une silhouette droite, polie par les humiliations et affûtée par l'autorité. Dans l'ombre du juge, elle avait compris une vérité brutale. La compassion ne protège pas. L'ordre, lui, donne le pouvoir. Et dans ce mélange d'amertume et de discipline naquit une certitude qui guiderait toute sa vie. Les autres n'étaient pas des égaux. Ils étaient des pièces. Et elle, déjà, s'imaginait comme la main qui déplace les pièces sur l'échiquier. On la voyait passer dans les couloirs des hospices et des dispensaires comme une ombre pressée, ses talons claquant sur le carrelage, ses mains gantées tenant un carnet. Georgia Tan, jeune adulte, avait choisi de se rendre utile. Du moins, c'est ainsi qu'elle présentait les choses, infirmière bénévole, dévouée aux orphelins, aux petits abandonnés des rues de Memphis ou des campagnes environnantes. Elle s'était drapée dans une vocation qu'on ne questionnait pas. Une fille de juge qui se met au service des enfants pauvres, qui pourrait y voir malice. Les institutions de l'époque vivaient de peu, un linge râpé, quelques bols de soupe, des lits de fer à la peinture écaillée. Les enfants y attendaient comme on attend la pluie, les yeux fixés sur une porte qui s'ouvre, le cœur espérant un miracle. Ils étaient nombreux, trop nombreux, malades parfois, négligés toujours. C'était un terrain fertile pour quiconque voulait se façonner une réputation de bienfaitrice. Georgia arrivait avec un ton sec, une discipline qu'on prenait pour de l'efficacité. Elle donnait des ordres sans hausser la voix, vérifiait les registres avec une rigueur quasi militaire. Certains la trouvaient impressionnante, d'autres dure, mais personne n'osait vraiment critiquer. Elle n'était pas tendre avec les enfants. Ses gestes manquaient de douceur. Ses regards n'étaient pas ceux d'une mère de substitution mais d'un contrôleur qui juge. Pourtant,
Paradoxalement, elle fut vite considérée comme indispensable. C'est là que commença sa première expérience véritable, non pas soignée, mais contrôlée. Elle se rendit compte que ses enfants, fragiles, sans défense, pouvaient être façonnés par quelques mots, quelques gestes. Elle les séparait, les disciplinait, décidait qui recevrait une couverture et qui dormirait grelottant. Elle mesurait, déjà, le pouvoir de donner ou de priver. Ce n'était plus de la charité, c'était une initiation à la domination. Les rumeurs commencèrent doucement, portées par des chuchotis entre infirmières. Georgia criait parfois, punissait sans raison, humiliait les plus faibles. Certains enfants semblaient avoir peur de son pas dans le couloir. Mais les responsables hiérarchiques, souvent débordés et reconnaissant d'avoir quelqu'un qui tenait la maison, ne voulaient pas voir. À une époque où la discipline passait avant l'affection, ces méthodes paraissaient dures, certes, mais acceptables. En réalité, Georgia expérimentait. Elle observait ce que l'obéissance pouvait produire. Elle testait les limites. Combien d'ordres un enfant accepte-t-il avant de pleurer? Combien de privations avant la soumission? Elle découvrait que les plus vulnérables pouvaient être modelés comme de l'argile. Et que le système, bien trop préoccupé par la façade, lui donnait carte blanche. Ce fut son premier laboratoire. Ses premiers pas dans un monde où les enfants n'étaient pas des êtres à aimer mais des objets à manipuler, des numéros dans un registre. Elle ne parlait jamais d'attachement. Seulement d'efficacité. Au dehors, dans la ville, on parlait déjà d'elle comme d'une femme rare, si seulement il y en avait plus comme elle. Les donateurs aimaient sa fermeté. Les directeurs d'institutions admiraient son efficacité. Les juges, ses collègues d'autrefois, saluaient son engagement. Le vernis se posait, couche après couche. Derrière, les fissures commençaient à s'élargir, mais elles restaient invisibles pour quiconque ne voulait pas les voir. Georgia avait appris une leçon fondamentale. Tant qu'elle était utile, personne ne poserait de questions. Et c'est sur cette certitude, patiemment acquise entre les murs décrépits des hospices, que s'édifierait son empire. Memphis, dans les années 1920, n'était pas seulement une ville au bord du Mississippi. C'était une mosaïque de misère et de promesses, une ville partagée entre le faste des quartiers riches et l'ombre étouffante des ruelles ouvrières. La musique du blues montait des tavernes enfumées, les tramways grinçaient entre des façades encore marquées par la ségrégation, et derrière les vitrines des pharmacies, on vendait plus d'espoir que de remèdes. C'était une ville qui grandissait trop vite, qui ne savait pas encore comment protéger ses plus vulnérables. Les enfants, surtout, y devenaient monnaie courante. Abandonnés, confiés à des hospices, ou tout simplement laissés à la rue, ils étaient des silhouettes fragiles au milieu de ce décor de fer et de poussière. La pauvreté des familles ouvrières, les maladies, les grossesses hors mariage, autant de failles béantes dans lesquelles une femme habile pouvait s'engouffrer. Georgia Tann, déjà convaincue qu'elle pouvait tordre le monde à sa manière, observa cette géographie sociale avec la précision d'un stratège. Là où d'autres voyaient des malheurs, elle vit une opportunité. Car ces enfants oubliés, ces mères sans défense, n'avaient pas de voix. Et ceux qui en avaient, les juges, les notables, les donateurs, préféraient entendre des récits édifiants plutôt que des vérités. La ségrégation raciale lui offrait un outil supplémentaire. Les enfants noirs ou métis n'étaient pas considérés comme adoptables par les élites blanches. Ils restaient dans les marges, invisibles. Les enfants blancs, en revanche, devenaient des trésors pour des familles riches en quête de descendance respectable. La valeur d'un être humain, aux yeux de Georgia, se mesurait désormais à la couleur de sa peau et au désir d'une famille bien placée. Elle comprit vite qu'il y avait deux Memphis, celui qui pleurait et celui qui payait. Entre les deux, elle se fit passeuse. Mais pas pour adoucir le malheur, pour le rentabiliser. Les failles du système étaient béantes. Les juges, souvent surchargés, signaient des ordres de placement sans vérifier les dossiers. Les médecins, complices ou négligents, validaient des certificats de décès d'enfants morts de maladie quand, en réalité, les conditions de l'orphelinat les avaient consumés. Les assistantes sociales, trop peu nombreuses, trop mal payées, n'osaient pas contester la parole d'une directrice respectée. Et puis, il y avait les familles pauvres, qu'on convainquait facilement. On leur disait que leur enfant serait placé temporairement, qu'il aurait de meilleures chances, qu'il reviendrait.
Georgia maniait les mots comme son père maniait le marteau du juge. Elle promettait, rassurait, effaçait. Les mères signaient sans comprendre. Les enfants partaient, et ne revenaient jamais. Dans les salons des quartiers riches, l'autre Memphis applaudissait. Les familles de bonne réputation recevaient des enfants orphelins, propres, rebaptisés. La société se félicitait de cette œuvre philanthropique. Les journaux saluaient Georgia comme une visionnaire, une pionnière de l'adoption moderne. Son nom paraissait dans la presse avec les mots réforme, bien-être, avenir. La lumière éclairait la façade. Personne ne regardait l'ombre qui l'alimentait. Georgia, elle, avait compris une chose essentielle. Tant qu'on habillait la cruauté d'un vernis d'altruisme, personne n'osait gratter. Elle savait exploiter les failles, transformer les silences en armes, et surtout, elle savait s'entourer. Juges, politiciens, donateurs, tous trouvaient un intérêt à la voir réussir. Dans cette ville où les enfants disparaissaient dans le bruit de fond des tramways et des sermons du dimanche, Georgia Tann devint peu à peu incontournable. Elle s'imposait comme l'incarnation de la solution. En réalité, elle n'était que l'incarnation du problème. Et déjà, derrière les murs cirés de son institution, les premiers registres truqués s'empilaient. Les papiers racontaient des histoires officielles, lisses, confortables. Mais entre les lignes, Memphis était en train de livrer ses enfants à une marchande. Quand Georgia Tann prend la tête de la Tennessee Children's Home Society, Memphis applaudit. Les journaux publient des articles enthousiastes, décrivant la directrice comme une femme visionnaire qui modernise l'adoption. Les photographies la montrent debout, digne, entourée de petits visages propres et sages, dans des couloirs qui brillent de cire. Les donateurs affluent, rassurés. Enfin, une institution où l'on s'occupe des orphelins avec sérieux et discipline. La façade était parfaite. Les bâtiments, repeints à neuf, dégageaient un parfum de savon et de lessive. Les chambres étaient rangées, les draps tirés avec une rigueur militaire, les enfants vêtus d'habits simples mais corrects. Tout, dans cette mise en scène, respirait la propreté, la respectabilité, l'ordre. Aux visiteurs, on montrait quelques dortoirs lumineux, des sourires d'enfants dressés comme une chorale. On leur offrait le spectacle d'un progrès social tangible. Mais derrière ces portes closes, derrière ces murs blanchis, une autre logique gouvernait, celle du commerce. L'orphelinat n'était pas un refuge, c'était une boutique. Les enfants y étaient triés comme des marchandises, observés, évalués, classés. Les nourrissons blonds, aux yeux clairs, valaient plus cher. Les petites filles sages et jolies trouvaient preneur rapidement. Les enfants plus âgés, malades ou simplement bruns, attendaient plus longtemps. Certains n'étaient jamais choisis. Georgia passait dans les couloirs comme un commissaire-priseur silencieux. D'un regard, elle jaugeait la valeur de chaque enfant, sans un mot d'affection. Pour elle, un sourire bien placé, une mine docile, était autant d'atouts dans une transaction. Elle avait transformé la misère en catalogue vivant. Le processus était réglé comme une mécanique. Des familles riches, venues de Memphis, de New York, de Californie ou même d'Hollywood, envoyaient leurs demandes. Elle voulait des enfants beaux, sains, blancs. Georgia s'arrangeait pour fournir. Quand les enfants manquaient, elle en faisait venir d'ailleurs. On enlevait discrètement un bébé à une mère célibataire, on persuadait une famille pauvre qu'il s'agissait d'un placement temporaire, on falsifiait un certificat de naissance. En quelques coups de plume, l'enfant devenait orphelin et adoptable. Chaque adoption était facturée grassement. Les familles croyaient payer des frais administratifs, en réalité, elles achetaient. L'argent coulait dans les caisses, finançant le train de vie de Georgia et les protections politiques qui la couvraient. Elle savait qu'engraissant la patte des juges et en cultivant ses relations dans les cercles influents, elle rendait son empire intouchable. Ceux qui vivaient dans les murs n'étaient pas dupes. Les enfants plus âgés comprenaient vite qu'ils n'étaient pas choisis pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils représentaient. Certains voyaient leurs camarades disparaître du jour au lendemain, remis à des étrangers. D'autres restaient, se fanant dans l'attente, marqués par le rejet silencieux. Et ceux qui ne trouvaient jamais de clients finissaient négligés, parfois malades, parfois morts. La façade, pourtant, restait intacte. Les journaux louaient la discipline exemplaire, les donateurs visitaient les salles les plus propres,
les politiciens vantaient la modernisation des adoptions. L'Amérique voulait croire à cette histoire, celle d'une femme qui sauvait des enfants de la misère pour leur offrir une vie meilleure. Mais à l'intérieur de la Tennessee Children's Home Society, la vérité était plus brutale. On ne sauvait pas des vies, on les transformait. On les vendait. On les effaçait. Et Georgia, assise derrière son bureau impeccablement rangé, stylo à la main, savait qu'elle avait trouvé sa formule. Le mensonge parfait, un orphelinat qui brillait de propreté, et qui dissimulait un marché de chair humaine. L'orphelinat brillait, mais les enfants n'y tombaient pas du ciel. Il fallait les trouver. Les attirer. Les arracher. Georgia Tann avait compris que dans une ville comme Memphis, où la pauvreté mordait les familles ouvrières, où les mères célibataires étaient rejetées, les enfants pouvaient être pris comme on prend un objet laissé au bord de la route. Ces méthodes étaient multiples, tout enveloppées dans ce vernis de l'égalité qu'elle maniait comme une arme. Une mère seule, venue accoucher à l'hôpital municipal? On lui murmurait que son enfant serait mieux ailleurs, qu'elle n'avait pas les moyens, que l'État veillerait mieux qu'elle. On lui faisait signer un papier sans lui expliquer. Quelques heures plus tard, le nouveau-né était déjà orphelin, prêt à être placé. Parfois, c'était plus brutal encore. Georgia envoyait ses assistantes sociales, des femmes en tailleur strict, armées de formulaires et de regards glacés, frapper aux portes des familles pauvres. Elles accusaient les parents de négligence, d'incompétence, de pauvreté indigne. L'enfant était emmené sous prétexte de protection, et ne revenait jamais. Les certificats étaient falsifiés, les identités effacées, et les familles réduites au silence. Il arrivait même qu'on enlève les enfants directement dans la rue. Un petit qui jouait devant la maison, une fillette confiée à une voisine, un gamin endormi dans un landau, on les embarquait dans une voiture sombre. Les témoins ne savaient pas s'ils devaient parler. Car qui allait croire une mère sans argent, contre une directrice reconnue et célébrée par les journaux? Le plus glaçant, c'était la manière dont Georgia transformait ses crimes en gestes charitables. Elle parlait de sauver des vies, de donner une chance, d'arracher des enfants à un destin misérable. Ces mots, polis, précis, faisaient taire les doutes. Dans ses discours, elle répétait qu'elle construisait des ponts entre la pauvreté et l'espoir. Et chaque fois qu'une mère hurlait à la perte, elle opposait le silence de ses papiers. Les rumeurs, pourtant, circulaient. Dans les quartiers pauvres, on se méfiait de l'orphelinat. On murmurait qu'une fois entré, un enfant n'en ressortait jamais. Certains disaient avoir vu des femmes emporter des bébés dans des sacs. D'autres parlaient de voitures banalisées qui passaient trop souvent. Mais personne n'osait s'attaquer directement à Georgia. Ses alliances avec des juges et des politiciens rendaient chaque accusation vaine. Pour elle, chaque enfant arraché était un pion de plus dans sa mécanique. Elle ne voyait pas des visages. Elle voyait des placements. Une marchandise qui trouverait acquéreur. Une ligne de plus dans un registre. Et Memphis, malgré les soupçons, laissait faire. Car derrière chaque enlèvement, il y avait un autre visage qui souriait, loin de là, celui d'une famille riche, installée dans une maison confortable, tenant dans ses bras un enfant sauvé par Georgia Tann. L'Amérique aimait trop ces images-là pour regarder de près d'où venaient les enfants. Et Georgia, dans son bureau, continuait de signer. Chaque signature effaçait un passé, chaque paraphe créait une illusion. Les méthodes importaient peu, seul comptait le résultat. Il y avait, dans les rues poussiéreuses de Memphis, des mères qui marchaient tête baissée, les mains serrant des foulards imbibés de larmes. Elles avaient confié un enfant à l'hôpital municipal pour quelques jours, ou signé un papier qu'elles ne savaient pas lire. Elles avaient cru à une promesse de soins, de sécurité. Et puis, quand elles revenaient, il n'y avait plus rien. L'enfant, demandait l'infirmière sans lever les yeux. Parti. Placé. Où? Silence. Le registre montrait une ligne barrée, un nom remplacé par un autre. Ces femmes, souvent seules, sans argent, tentaient d'alerter. Elles frappaient aux portes de l'orphelinat, elles suppliaient, elles criaient parfois. Mais devant elles, il n'y avait qu'un mur. Les assistantes sociales les recevaient avec un sourire sec, les faisaient patienter sur un banc jusqu'à l'épuisement. Puis elles leur expliquaient que l'enfant avait été confié pour son bien, que c'était définitif, que le dossier avait été clos. Et si la mère protestait, on l'accusait de négligence,
on menaçait de lui enlever les autres. Alors, elle se taisait. Georgia Tann savait que la pauvreté est une condamnation silencieuse. Ses mères n'avaient pas les moyens d'engager un avocat, ni même d'écrire une plainte qui serait lue. Leur douleur restait coincée dans les ruelles, noyée dans le vacarme des tramways et le sermon du dimanche. Elles n'étaient pas des citoyennes respectables, elles n'étaient que des mendiantes, des indignes, des femmes sans pouvoir. Les enfants, eux, devenaient des fantômes administratifs. Leurs noms disparaissaient des registres originaux, remplacés par des identités neuves, inventées de toutes pièces. Un nouveau certificat de naissance, une nouvelle date, un nouveau lieu. Tout était réécrit. Le passé était effacé d'un coup de plume. Il y avait des familles entières qui passaient des années à chercher. Certaines retrouvaient des indices, une lettre anonyme, un voisin qui avait vu une voiture noire, un prénom murmuré par une sage-femme. Mais les preuves s'évanouissaient aussitôt. Les murs de la Tennessee Children's Home Society cachaient la misère, mais ces salons respiraient la réussite. Les fauteuils étaient polis, les rideaux tirés à la bonne hauteur, et sur la table basse s'entassaient des journaux élogieux vantant les mérites de Georgia Tann. Ceux qui franchissaient ce seuil n'étaient pas des mères pauvres en larmes, mais des familles de prestige, avocats, médecins, héritiers d'industrie, et même des stars de cinéma en quête d'un enfant parfait pour compléter le portrait familial. Georgia avait parfaitement compris la psychologie de ses clients. Ils ne venaient pas chercher un enfant. Ils venaient chercher une image. Une promesse de continuité, une apparence de perfection. Alors elle leur offrait ce qu'ils désiraient, des enfants beaux, blancs, souvent blonds, impeccablement vêtus et présentés. Comme dans une vitrine. Dans ces registres, certains dossiers portaient des annotations froides, yeux bleus, robustes, intelligents, dociles, aptitude musicale probable. L'enfant n'était plus qu'un produit, catalogué selon ses qualités de vente. Les couples fortunés choisissaient comme on choisit un tissu, un bijou, une maison. Les prix, eux aussi, variaient. Plus l'enfant paraissait parfait, plus la transaction était élevée. Officiellement, il s'agissait de frais administratifs. Officieusement, c'était une vente. L'argent, soigneusement redistribué, servait à acheter des silences, à entretenir des relations, à garantir que les dossiers officiels resteraient aussi propres que les draps des dortoirs. Hollywood devint un de ses terrains favoris. Des actrices, des producteurs, des politiciens influents adoptèrent par son intermédiaire. Les photographies de ces enfants souriants, posant dans les bras de célébrités, circulaient dans la presse. Le public voyait des familles heureuses, des destins sauvés. Personne ne voulait savoir ce qu'il avait fallu pour remplir ce cadre idyllique. Dans les dîners mondains, on louait Georgia pour son audace et sa modernité. On disait qu'elle avait transformé l'adoption en une institution digne, organisée, efficace. Les familles remerciaient, envoyaient des dons, entretenaient son réseau. Les rumeurs qui circulaient dans les quartiers pauvres semblaient n'appartenir qu'à un autre monde, trop lointain pour ternir l'éclat des salons de l'élite. Mais chaque sourire immortalisé dans une photo de famille cachait un hurlement resté sans écho, quelque part dans une maison pauvre de Memphis. Chaque adoption heureuse était le miroir inversé d'une perte, d'une mère brisée, d'une lignée effacée. Georgia Tann avait réussi l'impossible, transformer le trafic d'êtres humains en œuvre philanthropique. Et plus la clientèle était prestigieuse, plus son vernis de respectabilité devenait intouchable. Les photos officielles montraient des enfants coiffés, vêtus de vêtements propres, alignés comme une chorale. Mais derrière ces images choisies, dans les dortoirs où l'odeur d'urine et de savon se mêlait à celle de la peur, la réalité était tout autre. Beaucoup d'enfants n'atteignaient jamais les bras d'une nouvelle famille. Trop malades, trop âgés, pas assez beaux, ils étaient laissés de côté comme des objets invendables. Pour eux, l'orphelinat n'était pas une passerelle vers une vie meilleure, mais une antichambre de la mort. La nourriture était rare et souvent avariée. Certains enfants, affamés, mâchaient leurs draps pour tromper la faim. Les plus jeunes dépérissaient dans des berceaux sales, les yeux creusés, le corps couvert de plaies de négligence. Les plus âgés, eux, subissaient des violences physiques ou des humiliations quotidiennes. On les dressait plus qu'on ne les élevait. Des maladies pourtant évitables décimaient des dortoirs entiers. Pneumonie, diarrhée, infection. Quand un enfant mourait,
on parlait d'une faiblesse naturelle, d'un mauvais sang. Mais ce n'était pas la fatalité, c'était l'abandon organisé. Certains corps étaient enterrés en secret, sans cérémonie, dans des terrains vagues à proximité. D'autres disparaissaient simplement, comme avalés par la paperasse. Le registre officiel notait adopté là où il aurait fallu écrire décédé. Les dossiers falsifiés effaçaient les traces, transformant les morts en enfants partis ailleurs. Des archives ultérieures ont révélé l'ampleur de cette hécatombe. Des centaines de décès, officiellement dus à la maladie, mais en réalité causés par la négligence, la malnutrition, les mauvais traitements. Certains chercheurs parlent de 500, voire plus, morts au sein du système de Georgiatown. Et pourtant, l'institution continuait de recevoir des éloges. Les visiteurs étrangers voyaient des chambres fraîchement repeintes, des lits bien faits, quelques enfants choisis pour sourire aux photographies. Personne ne voyait les pièces fermées, les corps effacés, les noms rayés. Les survivants, ceux qui ont grandi dans ces murs avant d'être envoyés ailleurs, parlent encore de cauchemars. Ils racontent les pleurs interminables, les cris étouffés, les coups reçus pour un silence mal tenu. Beaucoup décrivent une enfance volée, où l'amour n'existait pas et où la peur était la seule constante. Le mot orphelinat rassurait les donateurs et les journaux. Mais derrière, c'était un charnier. Un lieu où des enfants disparaissaient non seulement dans la mort, mais dans l'oubli organisé. Georgiatown avait compris qu'un cadavre d'enfant ne fait pas scandale quand il ne porte plus de nom. Georgia n'avait pas besoin de chaînes ni de barreaux pour enfermer des vies. Son arme la plus sûre, c'était l'encre. Les formulaires, les registres, les certificats, voilà son empire. Chaque document portait sa marque, chaque dossier fermé équivalait à une condamnation irrévocable. Derrière les murs cirés de la Tennessee Children's Home Society, elle avait perfectionné une mécanique froide. Les certificats de naissance? Falsifiés. Un bébé arraché à sa mère devenait orphelin sur le papier. On changeait la date, le lieu, parfois même le prénom. Les certificats de décès? Tout aussi malléables. Pneumonie, faiblesse congénitale, de simples mots qui enterraient un enfant en effaçant les véritables causes, souvent la négligence ou la faim. Pour que cette toile tienne, Georgia s'entourait d'un réseau solide. Des médecins complaisants validaient les décès suspects. Des greffiers fatigués tamponnaient sans lire. Des juges acceptaient ces dossiers trop propres pour être honnêtes. Elle savait flatter, acheter, convaincre. La pauvreté des familles servait de justification, ces enfants auront mieux ailleurs. Et les dossiers, eux, validaient cette fiction. La manipulation devenait un article. Georgia fabriquait des dossiers impeccables, où tout paraissait officiel. Les enfants adoptés étaient présentés comme orphelins alors que leur mère les cherchait encore. Les parents biologiques qui réclamaient des nouvelles se perdaient dans un labyrinthe administratif, une plainte classée, un certificat manquant, une enquête close trop vite. Le temps finissait toujours par étouffer leur voix. Le plus glaçant était la propreté de son système. Pas de chaos, pas d'erreur visible. Chaque disparition avait une trace écrite, chaque mensonge un cachet officiel. Pour l'œil extérieur, l'orphelinat fonctionnait mieux que n'importe quelle institution de l'époque. La réalité, c'est qu'elle avait transformé le papier en linceul. Les archives ultérieures révéleront l'étendue de cette toile, des milliers de dossiers truqués, des identités effacées, des enfants déplacés sans possibilité de retour. On parle encore aujourd'hui de familles entières réduites à l'oubli par une signature. Georgia savait une chose, tant que tout semblait légal, personne n'oserait gratter sous la surface. L'Amérique aimait trop croire en ses bienfaitrices pour imaginer que les pages soigneusement classées cachaient en réalité un charnier invisible. Son empire n'était pas bâti sur la pierre. Il était bâti sur le papier. Et c'est peut-être ce qui le rendit encore plus solide et plus meurtrier. Pendant des années, Georgia a construit un système si impeccable qu'il semblait intouchable. Les journaux la présentaient comme une pionnière de la philanthropie, les politiciens lui serraient la main et les familles riches se pressaient à sa porte pour adopter ses enfants. Pourtant, sous ce vernis éclatant, les fissures commençaient à apparaître. Et comme souvent dans les histoires de crimes bien ficelés, ce ne furent pas les grandes institutions qui parlèrent en premier, mais les murmures. Dans les quartiers pauvres de Memphis, les familles se passaient des histoires à voix basse.
Une mère disait qu'on lui avait pris son bébé à l'hôpital et qu'on lui avait affirmé qu'il était mort, alors qu'une voisine jurait l'avoir vu dans les bras d'une autre femme. Une autre racontait qu'on lui avait confisqué son enfant sous prétexte de négligence et qu'elle n'avait plus jamais eu de nouvelles. Des récits fragmentés, incohérents, parfois contradictoires, mais qui dessinaient une toile inquiétante. Les rumeurs ne s'arrêtaient pas aux ruelles. Certains employés de l'orphelinat, trop sensibles pour détourner les yeux, commençaient à douter. Ils voyaient des enfants en bonne santé disparaître du jour au lendemain, leurs dossiers changés, leurs noms effacés. Ils entendaient les pleurs étouffés des mères venues supplier, repartaient avec la lourde impression qu'on avait condamné une innocente. Mais qui pouvait affronter Georgia Tan? Elle avait des juges, des médecins et même la presse dans sa poche. Parler, c'était risquer sa carrière, ou pire. Les premiers articles critiques apparurent timidement dans des journaux locaux. Des journalistes notaient que certaines adoptions semblaient arrangées trop vite, que les dossiers présentaient des incohérences, que le nombre d'enfants orphelins ne correspondait pas aux réalités de la ville. Mais ces papiers furent vite étouffés par des campagnes de communication savamment orchestrées. Georgia avait l'art d'apparaître comme une figure maternelle bienveillante, protectrice des enfants malchanceux. Sa présence, son discours mesuré, son statut de directrice irréprochable suffisaient à faire taire les critiques. Pourtant, quelques juges commencèrent eux aussi à s'interroger. Certains voyaient passer des dossiers trop similaires, des adoptions validées sans procédure complète, des certificats de naissance neufs pour des enfants déjà connus sous un autre nom. Mais la Tennessee Children's Home Society jouissait d'un tel prestige que la suspicion restait confinée à des conversations privées. Le plus troublant venait des familles adoptives elles-mêmes. Certaines découvraient que leurs enfants n'étaient pas vraiment orphelins, que leurs parents biologiques vivaient encore, parfois même les cherchaient désespérément. D'autres racontaient que Georgia leur avait fait signer des documents sans leur expliquer clairement les conditions. Quelques-unes s'étonnaient que le prix payé ne soit jamais clairement justifié, que les frais administratifs varient en fonction de l'enfant choisi. Mais ces familles, souvent riches et respectées, préféraient se taire pour ne pas ternir leur image ou fragiliser leur adoption. La suspicion grandit lentement, comme une maladie qui ronge en silence. Chaque témoignage isolé semblait faible. Chaque plainte paraissait un cri perdu. Mais l'accumulation devenait impossible à ignorer. Les années passaient, et les disparitions d'enfants se multipliaient. Les archives de l'État elles-mêmes commençaient à montrer des incohérences. C'était un château de cartes soigneusement bâti, mais les cartes, une à une, commençaient à vibrer sous le souffle des doutes. Ce qui sauva Georgia, pendant longtemps, ce fut la peur de ceux qui savaient. Les mères n'osaient pas affronter la justice, persuadées qu'on les tournerait en ridicule. Les employés craignaient de perdre leur emploi, ou de voir leurs propres enfants enlevés. Les juges ne voulaient pas égratigner une institution célébrée à l'échelle nationale. Et les familles adoptives, elles, préféraient détourner le regard. Les suspicions existaient, mais elles se heurtaient toujours au même mur, la puissance d'une réputation. Car Georgia Tan, jusqu'au bout, sut entretenir son image publique. Et tant que les projecteurs l'éclairaient comme une bienfaitrice, les ombres derrière elle n'étaient vues que comme des rumeurs, des jalousies, des exagérations. Mais un murmure, même faible, finit par trouver un écho. Et cet écho, bientôt, allait devenir un cri que plus personne ne pourrait étouffer. Les empires de papier, aussi solides paraissent-ils, brûlent plus vite que la chair. Celui de Georgia Tan ne fit pas exception. Pendant plus de 20 ans, elle avait construit un labyrinthe administratif où chaque fil menait à elle. Mais à la fin des années 1940, les fissures s'ouvrirent si largement qu'elles ne purent plus être colmatées par des sourires ou des signatures. Tout commença par une accumulation de plaintes. Trop de mères qui juraient que leurs enfants avaient été volés. Trop de certificats contradictoires. Trop d'histoires qui ne s'accordaient pas. Des fonctionnaires locaux, jusque-là silencieux, commencèrent à se passer des notes. Un juge, intrigué par des incohérences flagrantes, alerta les autorités de l'État. Puis survint la véritable déflagration, un rapport officiel, demandé par le gouverneur du Tennessee, Gordon Browning. Le document fut comme un scalpel passé sur une plaie infectée. Les enquêteurs, en épluchant les archives, découvrirent des centaines d'adoptions illégales, des certificats falsifiés par dizaines,
des enfants disparus sans explication. Les chiffres glaçaient. Entre 1924 et 1950, Georgia-Tann aurait placé plus de 5000 enfants. Combien d'entre eux avaient survécu? Combien étaient morts dans ces dortoirs, enterrés à la hâte, rayés des registres? Impossible à dire. Mais le mot qui revenait dans chaque conclusion était toujours le même, trafic. La presse s'empara du scandale. Les journaux, hier encore pleins de louanges, publièrent des articles à la une, la directrice voleuse d'enfants, le charnier caché sous l'orphelinat. Les photos de Georgia souriante, entourée de notables, prirent soudain une teinte macabre. On ne voyait plus une bienfaitrice, mais une prédatrice. Pourtant, Georgia ne connut jamais la salle d'un tribunal. Ironie cruelle de l'histoire, au moment même où son empire s'effondrait, elle fut frappée par un cancer foudroyant. Elle mourut en 1950, quelques semaines à peine après que le rapport eût été rendu public. Pas de procès, pas de condamnation. Juste une tombe discrète, à l'écart. Mais son ombre continua de planer sur Memphis. Les familles adoptives se découvrirent liées à ce réseau criminel. Des enfants, devenus adultes, comprirent que leur histoire avait été volée, que leurs origines avaient été effacées. Certains retrouvèrent leur mère biologique, trop tard. D'autres ne surent jamais d'où ils venaient. Et des centaines de familles pauvres, elles, portèrent toute leur vie le poids d'une absence sans fin. La chute de Georgia-Tann ne fut pas spectaculaire. Pas de menottes, pas de verdict tonitruant. Seulement une vérité insoutenable, révélée trop tard, étouffée par la mort de celle qui l'avait orchestrée. Mais l'Amérique entière comprit alors qu'une femme avait pu, pendant plus de 2 décennies, transformer la charité en commerce, l'adoption en industrie, l'orphelinat en marché noir. Et sous les façades repeintes de la Tennessee Children's Home Society, les murs gardaient encore, comme une mémoire sourde, les pleurs des enfants disparus. La mort de Georgia-Tann aurait pu clore l'histoire. Mais certains crimes ne meurent pas avec ceux qui les commettent. Les siens s'étendaient bien au-delà des murs de l'orphelinat, jusque dans les vies de milliers d'enfants et de familles. Son véritable héritage n'était pas un bâtiment, ni même une fortune, c'était un sillage de cicatrices. Pour les enfants adoptés, la découverte fut un tremblement de terre. Beaucoup avaient grandi dans des familles confortables, entourés de parents aimants. Mais quand les révélations éclatèrent, ils comprirent que leurs origines avaient été effacées, que leur premier lien avait été brisé par la fraude. Certains retrouvèrent des documents falsifiés, avec des dates de naissance inventées, des prénoms modifiés, des parents fictifs. Leur passé n'était plus qu'un puzzle incomplet. Quelques-uns réussirent, après des années de recherche, à retrouver leur famille biologique. Les retrouvailles, souvent tardives, étaient douloureuses. Des mères, vieilles et usées, avouaient avoir pleuré toute leur vie. Des frères et sœurs découvraient qu'un des leurs avait survécu, mais ailleurs, dans une autre identité. Trop de temps avait passé pour rattraper les années volées. D'autres enfants, devenus adultes, ne purent jamais combler ce vide. Ils savaient qu'ils avaient été pris, déplacés, mais sans jamais trouver trace de leur origine. Leur histoire personnelle s'était dissoute dans les archives truquées de Georgia. Ils restaient des êtres sans racines, condamnés à vivre avec un trou béant dans leur identité. Et puis il y avait les familles pauvres, celles qui avaient vu leurs enfants disparaître. Pour elles, la blessure ne se referma jamais. Beaucoup n'eurent même pas la confirmation du destin de leurs enfants. Elles vécurent avec le doute, oscillant entre l'espoir et le désespoir. Les années s'empilaient, et avec elles, les anniversaires manqués, les berceaux vides, les chaises jamais occupées. Même dans la mort, Georgia-Tann avait imposé le silence. Car son scandale, aussi retentissant fut-il, n'entraîna que peu de réparation. Pas de procès. Pas d'indemnisation. Pas de grande enquête fédérale pour retrouver les disparus. Le monde passa à autre chose. Restait pourtant une ironie amère. Nombre de ces enfants arrachés, replacés, volés, connurent effectivement une vie meilleure matériellement. Mais ce succès apparent ne pouvait masquer la violence du processus, l'arrachement des racines, l'effacement des lignées. Les héritages biologiques avaient été brisés pour créer des héritages adoptifs. Les survivants du scandale, des décennies plus tard, continuèrent à témoigner. Certains publièrent des mémoires. D'autres fondèrent des associations pour retrouver leurs proches.
Leurs voix, longtemps étouffées, finirent par donner chair à ce que les registres avaient effacé. L'héritage de Georgia Tann, ce ne fut pas seulement l'horreur d'un trafic. Ce fut aussi une génération entière condamnée à vivre dans l'incertitude, à chercher des visages disparus dans les foules, à se demander d'où elles venaient vraiment. Et chaque fois qu'un enfant adopté, des années plus tard, découvrait que son histoire était un mensonge, c'était comme si Georgia, depuis sa tombe, riait encore de la solidité de son empire. Quand l'ombre de Georgia fut révélée, le scandale fit trembler l'Amérique. Mais comme souvent, les secousses ne suffirent pas à tout renverser. Ce qu'elle avait bâti, un système administratif d'adoption fondé sur la falsification et la marchandisation des enfants, laissa une empreinte durable. Une cicatrice dans la loi, et dans la mémoire collective. Avant elle, l'adoption aux États-Unis était souvent informelle, marquée par l'improvisation et l'absence de cadre juridique strict. En imposant ces méthodes, Georgia créa une forme de professionnalisation du processus. Certes, elle l'avait perverti à des fins criminelles, mais elle avait aussi montré l'efficacité de dossiers bien tenus, de certificats systématiques, de procédures codifiées. Ironie terrible, en légalisant son trafic par la bureaucratie, elle avait ouvert la voie à une réforme qui allait, après elle, devenir la norme. Dans les années qui suivirent, plusieurs États renforcèrent les lois sur l'adoption. Les certificats furent mieux contrôlés, les enquêtes sociales rendues obligatoires, la transparence exigée dans les démarches. La figure de Georgia Tann, déjà honnie, servit de repoussoir. On invoquait son nom pour justifier la nécessité de lois plus strictes, de garde-fous plus nombreux. Plus jamais ça, disait-on. Mais derrière les discours officiels, les traces de son influence restaient visibles. Certains mécanismes créés par Tann, comme le secret sur les origines des enfants adoptés, furent repris et intégrés aux lois. Sous prétexte de protéger les adoptants, on verrouilla l'accès aux archives, empêchant des milliers d'enfants de retrouver leurs parents biologiques. Ce qui, dans son empire, avait été un outil de manipulation, devint dans la société américaine un principe légal. Des générations entières grandirent ainsi dans le brouillard de leurs origines. La trace indélébile, ce fut aussi dans la perception culturelle de l'adoption. Pendant longtemps, l'Amérique continua de voir dans le geste d'adopter une sorte d'acte héroïque, détaché de tout soupçon. Peu de gens voulaient rappeler que ce noble élan avait été, dans bien des cas, nourri par des crimes. Les familles adoptives qui avaient bénéficié du réseau de Georgia préféraient oublier. Les enfants, devenus adultes, se heurtaient à une omerta institutionnelle. Il fallut attendre la fin du XXe siècle pour que des chercheurs, des journalistes et des survivants osent rouvrir les dossiers. Les témoignages surgirent, enfants enlevés, mères trompées, registres falsifiés. Peu à peu, la façade philanthropique fut remplacée par la réalité d'un trafic massif. Mais même alors, la douleur restait souvent sans réponse. Les archives avaient été détruites, les papiers perdus, les preuves effacées. Aujourd'hui encore, les historiens s'accordent, Georgia Tann a façonné, à sa manière, le système américain de l'adoption moderne. Elle l'a pollué de ses crimes, mais elle l'a aussi structuré. Son héritage est une blessure à double tranchant. D'un côté, des réformes qui protègent mieux les enfants, de l'autre, un modèle qui continue de priver beaucoup d'entre eux de leurs racines. Sa trace, indélébile, n'est pas seulement dans les dossiers administratifs. Elle est dans chaque adulte adopté qui se demande qui il était avant de devenir ce qu'il est. Elle est dans chaque famille pauvre qui a perdu un enfant et n'a jamais pu le retrouver. Elle est dans l'histoire même des États-Unis, qui porte encore, comme une cicatrice mal refermée, le sceau d'une femme qui sut transformer la charité en commerce, et l'amour maternel en une marchandise négociable. La mort de Georgia Tann n'a pas suffi à éteindre son nom. Au contraire, il s'est figé dans la mémoire collective comme celui d'une bienfaitrice devenue prédatrice, d'une sauveuse d'enfants qui, en vérité, en a brisé des milliers. Dans les années qui suivirent sa disparition, son histoire circula comme une rumeur persistante, d'abord dans le Tennessee, puis dans tout le pays. On chuchotait son nom comme une mise en garde. Derrière chaque sourire charitable, derrière chaque discours de protection de l'enfance, pouvait se cacher un calcul froid, une volonté de contrôle, un appétit insatiable. Son ombre plane encore aujourd'hui sur les récits de l'adoption américaine. Les historiens,
les journalistes et surtout les survivants la citent comme un rappel nécessaire. L'amour ne peut pas être organisé par des registres falsifiés, et la charité devient monstrueuse quand elle sert d'écran à l'exploitation. Elle reste, à la fois, un cas d'école pour les criminologues et un mythe noir pour ceux qui aiment raconter les légendes urbaines de l'Amérique du Sud profond. Georgia Tann symbolise une vérité inconfortable. Les monstres ne portent pas toujours des masques effrayants. Parfois, ils se déguisent en anges gardiens. Elle se présenta toute sa vie comme une mère pour des milliers d'enfants. Elle ne fut, en réalité, que la grande effaceuse, l'architecte d'un marché souterrain qui prospéra sous couvert de bonté. Même son décès prématuré, survenu avant qu'elle ne soit jugée, participe à sa légende. Elle échappa à la justice des hommes, mais pas à celle de l'histoire. Car chaque enfant devenu adulte, chaque mère endeuillée, chaque famille fracturée par ses crimes a continué à témoigner, à dire son nom, à rappeler qu'une seule femme avait pu voler tant de vies. Aujourd'hui encore, son histoire est évoquée dans les livres, les documentaires, les podcasts criminels. Elle est devenue un symbole, non seulement de cruauté, mais de la facilité avec laquelle le mal peut se draper dans les habits de la vertu. Son ombre rappelle que les apparences sont parfois le plus dangereux des pièges. Et dans les couloirs vides de ce qui fut la Tennessee Children's Home Society, on pourrait croire que les échos ne se sont jamais tus. Les rires forcés des photographies officielles se mélangent, dans l'imaginaire, aux pleurs étouffés des mères et au silence des disparus. L'ombre de Georgia Tann n'est pas celle d'une femme. C'est celle d'un système. Et tant que les archives continueront de porter ces falsifications, tant que des adultes chercheront leurs origines sans réponse, cette ombre ne disparaîtra jamais vraiment. L'histoire de Georgia Tann n'a pas seulement marqué le Tennessee. Elle a laissé derrière elle une armée de fantômes, invisibles mais bien réels. Ces fantômes ne hantent pas les cimetières, mais les archives poussiéreuses, les généalogies impossibles, les souvenirs tronqués. À Memphis, certains habitants disent encore que les murs de l'ancien orphelinat transpirent de cette mémoire sale. Les plus vieux racontent que, la nuit, on croit entendre des pleurs d'enfants étouffés dans le vent, comme si les disparus appelaient encore leur mère. Ces récits ne sont pas des superstitions, mais des tentatives de donner une voix à ceux qu'on a effacés. Car ce qui persiste, bien au-delà du scandale et des réformes, c'est la douleur des lignées brisées. Des enfants devenus adultes cherchent encore aujourd'hui leurs origines. Certains utilisent l'ADN, les associations, les bases de données pour tenter de reconstruire une histoire familiale que Georgia a volontairement détruite. Chaque résultat positif, chaque parent retrouvé, est une victoire arrachée contre l'oubli qu'elle avait imposé. Mais pour d'autres, il n'y a rien. Pas de dossier. Pas de piste. Juste un trou béant où devrait se trouver une identité. Ces vies demeurent suspendues, comme si elles appartenaient à un théâtre sans décor, écrit par une main froide. Les fantômes de Memphis, ce sont aussi ces mères, longtemps silencieuses, dont la colère résonne encore dans les témoignages recueillis bien après leur mort. Des femmes pauvres, méprisées, réduites au silence par des juges et des papiers, mais qui n'ont jamais cessé de se souvenir du poids d'un bébé disparu. Aujourd'hui, quand on évoque Georgia Tann, ce n'est pas seulement pour raconter une criminelle. C'est pour se rappeler qu'un système entier l'a protégée, qu'une ville entière a détourné le regard, et que des milliers de vies ont été englouties par cette complicité tacite. Les fantômes de Memphis ne demandent pas vengeance. Ils demandent mémoire. Car la pire mort n'est pas la disparition du corps, mais l'effacement de l'histoire. Et c'est cela, plus que tout, que Georgia Tann avait voulu imposer. Mais la mémoire, parfois, revient comme un souffle glacé, traversant les décennies. Et chaque fois qu'un nom oublié est retrouvé, qu'une vérité sort des archives, c'est comme si un de ces fantômes reprenait un instant sa place dans le monde des vivants. Vous venez d'écouter l'histoire d'une femme qui fit de l'adoption un commerce, et du mensonge une institution. Ces crimes ne se comptent pas seulement en vies brisées, mais en lignées effacées, en mémoire volée. Aujourd'hui encore, des familles cherchent leurs origines, arrachées par la froideur d'une plume et le poids d'un seau. Car les monstres ne portent pas toujours de chaîne ni de couteau. Parfois, ils portent un sourire poli, et signent des papiers. Alors, quand vous éteindrez la lumière ce soir, souvenez-vous, certains crimes ne laissent pas de sang sur le sol. Ils laissent des fantômes, dans les archives.
Bonne nuit, et faites de beaux rêves.